Ce passage en tôle a causé au sein de ma famille. Il y a eu des réunions de famille et tout. Je me suis entendu dire que, écoute Michel, tu ne peux pas avoir fait la prison pour ton histoire là et puis dès que tu sors, tu continues à faire ça. Donc vraiment, il faut arrêter de critiquer le pouvoir de Yaoundé, il faut arrêter de critiquer le régime, il faut chercher à construire ta vie, vraiment, il ne faut plus te mettre dans des problèmes, etc. etc. Moi, j'ai dit, écoutez, puisqu'il en est ainsi, j'ai décidé de faire des concessions. Hein? J'ai décidé de faire des concessions. J'ai dit, ok, puisqu'il en est ainsi, et puisqu'il en va de ma propre sécurité, je vais décider de suspendre toute publication, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur, je sais pas, que ce soit sur Facebook, urinews.com, même mon journal en ligne, que ce soit dans toutes les plateformes virtuelles que j'administre. Alors, mais à certains membres de ma famille, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas arrêter mon travail de journaliste militant des droits de l'homme, c'est pas possible. Ce n'est pas parce que un pelé et une tondue se sont assis dans leur bureau, ont décidé de me pourrir la vie, que je vais arrêter tout comme ça pour leur donner l'impression qu'ils ont eu raison de me jeter en prison. Ça, il n'en est pas du tout question. J'ai dit, je ne peux pas arrêter ce travail. Et s'il faut que, même s'il faut sortir du pays pour que je continue ce travail, je vais sortir du pays. Ça, c'est la première raison. Elle est d'ordre purement familial. La deuxième raison, elle est d'ordre juridique et judiciaire. Le 14 décembre 2018, lorsque j'apprends que je suis parmi les 83, ça c'est ceux qui ont été libérés de la prison centrale de Kondangui. Je rentre dans mon local parce que j'étais au local 19, au quartier 1, à la prison centrale de Yaoundé. Je m'habille rapidement, je me chausse et tout, j'emballe mes sacs. Je sors pour aller rejoindre ceux qui attendaient au niveau de la cour d'honneur. On appelle ça la cour d'honneur, là où il y a les bureaux de l'administration pénitentiaire. Là. Bon, on s'est placé là, on attendait qu'on nous appelle pour nous remettre les bulletins de levée des cours. Écoutez très bien ce que je vais dire là. Vers 19h30, 20h, il y a un monsieur qui m'aborde. Il me dit, c'est vous monsieur Bienton, le journaliste? Là, je dis oui, c'est moi. Il me dit, mais parce que j'avais déjà aperçu le monsieur dans les couloirs du tribunal militaire quand j'y étais déféré. Je lui ai dit, écoutez monsieur, je vous ai aperçu plusieurs fois au niveau du tribunal militaire. Il dit non, c'est vrai que ces jours-ci, il me dit que c'est vrai que ces jours-ci, j'étais à Paris, je n'étais pas sur place, etc. Bon, il m'a dit que non, on a vu, même ta soeur est même venue me voir au bureau, etc., etc. Il dit bon, ok. Après, quand je me renseigne auprès de certains gars-là, ils me disent que c'est le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé, Ingono Tadé. Et qu'ils le connaissent bien parce qu'il a travaillé en zone anglophone au tribunal militaire où c'est de Bamenda ou c'est Boya. Alors, quelques minutes après, le lieutenant-colonel Ingono Tadé revient vers moi. Voilà ce qu'il me dit. Tu dois canaliser la communication là désormais. Te voilà qui sort là. Je n'hésiterai pas à appliquer la loi si tu continues. Ça, c'est le commissaire du gouvernement qui me le dit. Nous étions dans la cour d'honneur de la prison centrale de Kondangui. Là, nous étions seuls à seuls. Et puis, quelques minutes plus tard, c'est un détenu à la prison centrale de Yaoundé avec qui j'étais régulièrement, un certain Lep George. On se retrouve là à la cour et puis il me conduit à nouveau vers Ingono Tadé. Bon, parce qu'ils se connaissent très bien, Ingono Tadé et lui. Et puis mon ami là, Lep lui dit que non, mais Michel, c'est ma personne et tout et tout. Après, il me dit, Ingono Tadé, le commissaire du gouvernement, il me dit
à nouveau devant Georges Lay que je n'hésiterai pas à appliquer la loi. Si tu recommences là, je n'hésiterai pas à appliquer la loi. Ça, c'est la deuxième fois. La troisième fois, bon, quand vers 20h, 20h30, on nous remet les bulletins de levée des coûts, on monte dans les deux, parce qu'on a affrété, la prison centrale de Yaoundé a affrété 2 camions pour nous conduire au camp Yéya. Bon, ceux qui ont regardé l'interview que j'ai été presque obligé d'accorder aux médias là-bas au camp Yéya, c'était effectivement au camp Yéya. Quand on est arrivé au camp Yéya, écoutez très bien, s'il vous plaît, chers Camerounais, écoutez très bien. Quand on arrive au camp Yéya, je suis entré, je me suis assis. J'ai vu comment Ngonotade m'observait, il me regardait et tout. Après, il m'a fait venir, il me dit, monsieur, bienvenue. Puis il appelle le colonel Didier Badjek. J'espère que le colonel Didier Badjek regarde cette vidéo. Il me dit, voici ce que Ngonotade me dit. Écoutez très bien. Il me dit, je te parle devant un haut gradé de notre armée. Je n'hésiterai pas à appliquer la loi si tu continues. Il dit, non, vraiment, je n'hésiterai pas. C'est ce qu'il m'a dit ce jour-là, devant le colonel Didier Badjek. Il me dit, je n'hésiterai pas à appliquer la loi si tu continues. Et la loi dont il parle là, c'est le code de justice militaire, l'article, je crois, 14, alinéa 3, qui dit que l'arrêt des poursuites n'empêche pas leur prise en cas de, je crois, nécessité ou en cas d'éléments nouveaux selon le code de procédure pénale. C'est ce que la loi dit. J'ai donc compris qu'en réalité, la seule possibilité pour moi d'exercer le métier de journaliste, c'est de partir du Cameroun. C'est-à-dire que je n'avais pas une autre option, puisque je considérais ça comme étant des menaces. Donc, ça veut dire que si, une fois sorti de prison, je continuais à écrire des articles critiques envers le pouvoir, autant que je le faisais avant mon arrestation, avant mon enlèvement, parce que je n'ai même pas été arrêté, j'ai été enlevé. Donc, si je continuais à écrire des articles critiques contre le pouvoir en place, eh bien, on allait me reprendre et me remettre en prison sur la base de l'article que je viens de vous citer. Bon, ça c'est la deuxième raison qui est d'ordre purement juridique et judiciaire. La troisième raison, elle est d'ordre sécuritaire. Je suis sorti de prison, je parcours Internet et tout. Je tombe sur une liste que les services secrets camerounais ont établie. Je vois la liste, je vois mon nom. Les listes de ceux qui suivent une fiche spéciale des services de renseignement, des personnes à suivre spécialement. Je dis, ok. Cela m'a rappelé, parce que je me souviens quand j'étais à la prison centrale de Yaoundé, j'étais en train de regarder la télé, la revue de presse. C'était le 19, le lundi qui suivait après que mais j'étais à la prison centrale, le lundi qui suivait là. J'ai vu les 30 personnalités ciblées par les services de renseignement. Je crois que c'était la une du journal Le Messager. C'est là où je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette liste que je viens de voir et la une que j'ai vue quand j'étais en prison? J'ai donc appelé un journaliste de Le Messager. Je lui ai dit que essaye un peu de me fouiller le journal Le Messager du 19 novembre 2018, la grande une là. Il y avait Paul Chouta, non, Mandiara, il y a Paul Chouta qui était aussi dedans. Vous voyez, le voilà qui se retrouve en prison. Donc il y avait plein de gens, il y avait les Valsero, Albin Zongang, il y avait Okala Ibode, il y avait plein de gens. Alors quand le journaliste de Le Messager m'envoie l'article, je me rends compte que l'article a un lien avec la liste là, que je venais de voir, la liste des services secrets. J'ai donc compris que je n'avais pas d'autres possibilités pour continuer à exercer le métier de journalisme
au Cameroun, en toute liberté, en toute indépendance, que de trouver une terre d'asile. Où est-ce que je me trouve? C'est vrai que dans mes publications ces derniers jours, elle laissait apparaître des indices qui prouvent que je suis dans un pays que tout le monde connaît bien. Détrompez-vous, je n'y suis plus depuis. J'en suis déjà parti. J'en suis déjà parti, je suis déjà... pour le moment, je préfère qu'on ne le sache pas, qu'on ne sache pas où je suis. Du moins, pour le moment, vous le saurez bientôt. Alors, pendant donc que j'étais... après ma sortie de prison, j'ai observé pas mal de choses. J'ai observé le cours de l'actualité et c'est d'ailleurs ce que je ne pouvais que faire, observer. Observer et observer. Je n'avais que ça à faire, je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais pas écrire d'articles, je ne pouvais pas donner mes opinions par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun. Bon, maintenant que j'ai cette possibilité-là, je vais commencer par parler de la situation des militants du MRC qui sont en prison. Le 26 janvier 2019, des Camerounais ont décidé de descendre dans la rue pour manifester leur colère quant à la manière dont le pays est fonctionné, est géré, je veux dire. Certains ont été arrêtés, ils ont été jetés en prison, y compris le professeur Maurice Kamto et certains membres du directoire du MRC, les Albert Nzongan, les Paul-Éric Kingé, les Valsero, etc., etc. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué dans ces scènes que j'ai vues, que j'ai vécues, c'est qu'au Cameroun, dans notre pays, là, j'ai comme le sentiment que on est passé d'une voyoucratie à un état sauvage pur et simple. Comment peut-on admettre dans un pays civilisé au XXIe siècle que des personnes, parce qu'elles ont décidé de manifester, de marcher pacifiquement, elles n'ont rien cassé, elles n'ont rien brûlé, elles n'ont rien fait. Rien que pour ça, certains ont reçu des balles dans les jambes, les flashballs, c'est comme ça qu'on appelle ça, dans les jambes, y compris Maître Ndoki. Maître Ndoki, ma célèbre avocate à moi, qui m'a défendu au tribunal militaire. Certains ont reçu des flashballs au niveau des pieds. Il y a, comment il s'appelle, Célestin Jamen a reçu un flashball au niveau de la jambe. Et il y a un autre jeune homme qui est aujourd'hui à la prison centrale de Konengi qui a également reçu des flashballs. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que des policiers entrent dans des hôpitaux, ils prennent des gens qui sont en train de suivre des soins pour aller les jeter en cellule. C'est de la barbarie pure et simple. Et je profite de cette occasion pour dénoncer avec la dernière énergie ces arrestations arbitraires, ces détentions arbitraires qui ne s'expliquent pas parce qu'on veut nous faire croire qu'au Cameroun, pour exprimer ses idées, il faut prendre le maquis, il faut aller à l'étranger pour exprimer ses idées. Ça, c'est totalement inacceptable. Et je profite de l'occasion pour adresser un message à tous les militants du MRC qui sont en prison. Chers compatriotes, j'ai fait la prison centrale de Konengi. Je sais ce que c'est. Tenez bon, les gars. Tenez bon. Parce que dans cette république que nous voulons construire, sur les cendres du désert de république que l'on vit au Cameroun, vous serez hissés dans le Panthéon. À ça, vous pouvez compter sur nous. Vous serez hissés dans le Panthéon. Parce que vous avez prouvé, mes chers amis, que vous n'êtes pas de nature à courber les chines. Parce que c'est ce que le régime de Paul Biya veut montrer aux Camerounais.
qu'ils ne sont que des esclaves à subir leurs caprices. Vous vous êtes levé un matin, vous êtes allé dans la rue pour dire non à tout ce qui se passe au Cameroun. Et rien que pour cela, rien que pour ce courage que vous avez eu, vous êtes à féliciter. Donc considérez la prison dans laquelle vous êtes comme une couronne d'épines. Certes, mais une couronne tout de même que vous portez. Et vous serez redevable à ce sacrifice que vous avez fait. Et j'invite les membres des familles de tous ces militants du MRC qui sont en prison, s'il vous plaît, si votre frère, votre soeur, votre père, votre mère est allé dans la rue pour revendiquer, c'est pour un meilleur avenir, c'est pour un meilleur avenir pour vous, pour vos enfants, pour vos femmes. Donc ne les blâmez pas, s'il vous plaît. Au contraire, apportez-leur tout le soutien dont ils ont besoin. J'ai fait la prison, je sais ce que c'est. J'ai fait la prison, je sais ce que c'est. Chers membres des familles de ces militants du MRC, ils sont aujourd'hui, je crois qu'on en a arrêté, je crois 200 ou 300 le 26 janvier. Et le 1er juin, on en a arrêté, je crois, 200. Et samedi dernier, le 8, on en a arrêté une centaine. Donc c'est au total, je crois, 400 ou 500 militants du MRC qui sont en prison. 500! Juste parce que les gens se sont levés pour aller manifester. Mais écoutez, si on ne peut plus manifester au Cameroun, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramper, c'est ça. Il faut ramper, nous sommes des reptiles, nous les Camerounais. Eh bien, c'est ce que le régime de Biya attend de nous, n'est-ce pas? Que nous rampions. C'est ça. Nous devons être des esclaves à vie et eux des dieux, c'est ça. Et ce qui est plus grave dans cette affaire, ce qui est plus grave, c'est que les gens ont manifesté. Ah, merci beaucoup, je vois que c'est 500 personnes, merci pour le chiffre. Les gens se lèvent, ils vont manifester. Pour les, c'est-à-dire qu'ils font la même chose. Hein. Pour les uns, on les traduit devant le tribunal militaire. Pour les autres, on les traduit devant les tribunaux civils. À quelle logique ça obéit tout ça? Hein, monsieur Ngongo, monsieur, vous tous ces gens-là, Atanganji, tout ça. Dites-moi, à quelle logique ça obéit tout ça? Que pour les uns, on jette à la prison centrale de Konengi. On traduit devant le tribunal militaire. Pour les autres, on dit que tribunal civil, on donne on colle les peines de prison aux gens. Même pour les personnes qui n'avaient rien à voir avec la marche. On pourrit la vie des pères et mères de famille. Juste parce qu'ils ont dit non. Parce qu'au Cameroun, on doit être des bénis, oui, oui. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Non, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Oui, madame Chantal Biya. Oui, maman Chantal Biya. Oui, maman Chantal Biya. Oui, monsieur le président. Oui, on doit être des bénis, oui, oui, au Cameroun. Des bénis, oui, oui. On ne doit plus manifester. Sinon, c'est le tribunal militaire. Et j'ai vu les peines de prison qu'on a collées à Maurice Kamto. Ils disent que quoi? Hostilité contre la patrie. Voilà. Rappelez-moi un peu les chefs d'accusation là. Hostilité contre la patrie. Ou c'est quoi là? Atteinte à la sûreté de l'État. Des trucs comme ça là. Mais quand Maurice Kamto est parti de chez lui à Santa Barbara pour aller manifester à Douala, est-ce qu'il avait une arme? Non. Est-ce qu'il avait ne serait-ce qu'une aiguille? Non. Alors il a porté atteinte à la sûreté de l'État. Comment? Il se retrouve au tribunal militaire. Comment? Comment en est-on arrivé à une telle qualification des faits? Pour quelqu'un qui s'est juste levé, il est allé manifester à Douala. On dit que non, il a porté atteinte à la sûreté de l'État. On le traduit devant les tribunaux militaires. Nous sommes en train de partir
de la voyoucratie à l'état sauvage au Cameroun. C'est ce à quoi nous assistons là. Et j'ai été choqué par une autre image. Une jeune dame, elle a témoigné, j'ai vu sur Facebook, là, elle témoignait des tortures qu'elle a subies quand ils étaient au CED. On les a ramassés. Voilà, insurrection. Voilà, les mêmes chefs d'accusation qu'on m'a collé sur le dos. Insurrection. Vraiment. Nous allons lire la loi tout à l'heure pour voir à quoi tous ces chefs d'accusation valent. On colle des chefs d'accusation par à Maurice Kamto, un éminent professeur de droit. Mais attends, vous autres là qui jugez les gens là, ayez quand même un minimum de respect envers Maurice Kamto. Quelqu'un qui enseigne le droit, il est avocat international. Vous vous humiliez comme ça devant lui. La qualification des faits en droit, c'est 3 éléments. Et parmi ces éléments, il y a l'élément matériel, c'est-à-dire l'acte qu'on a posé, l'acte matériel. Quand Maurice Kamto allait à Douala pour manifester, il avait quoi? Il avait une arme. Il avait même une aiguille. Et celui de Soro là, le commissaire de où c'est quoi là, à Douala, il vient là, c'est-à-dire qu'il entre chez Albert Nzonga avec un mandat de perquisition. Il entre là. Il dit que on va les embarquer tous. Maurice Kamto lui dit que mais attends, ça, il s'agit d'un mandat de perquisition. Il dit oui, le perquisition, c'est qu'on ramasse tout. Il chosifie les gens, ce pauvre petit commissaire de Essoro. Essoro, un de mes cousins, un inspecteur de police, Essoro lui a créé tous les problèmes du monde. Quand il était au commissariat spécial à Dibombari, il lui a créé tous les problèmes du monde. C'est Essoro là. Il entre là, ouais, monsieur le ministre, machin. Et l'autre, à l'autre bout du fil, c'est Atanganji. Donc c'est Atanganji qui envoie les gens maintenant en prison, les Maurice Kamto et autres. Atanganji, un repris de justice. C'est lui qui envoie les gens en prison. Les Maurice Kamto, professeur de droit internationalement reconnu. C'est lui, l'Atanganji, qui envoie les gens en prison. Ah, vraiment, le Dieu, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon, maintenant, je vais parler du cas de Paul Chota. Paul Chota, c'est, on va dire, un collègue, un confrère. Je suis très triste par ce qui arrive à ce jeune homme. Nous avons presque le même âge. Mais quand je suis sorti de prison, j'ai discuté avec Paul Chota sur WhatsApp. J'ai dit à Paul Chota que Tara, comme on s'appelle souvent que Tara, le pays que tu vois là, cherche à partir de là. Si tu as seulement l'occasion, même ici au Bénin, pardon, pas d'abord. Va d'abord là-bas. Parce que ce pays que tu vois là, ça risque de tourner mal dans les jours qui viennent. Et à travers la prison que moi j'ai fait, les chefs d'accusation qui m'ont été collés sur le dos, j'ai gardé une leçon. Et la leçon c'est quoi? La leçon c'est que tous ceux qui sont au Cameroun là, qui écrivent des articles contre le pouvoir en place, sachez qu'on archive, tous ces gens qui gouvernent à Yaoundé, ils plient les doigts. Ils plient les doigts, ils plient. Mais le jour où tu vas seulement glisser, non, bang, allez, bim, ils vont tomber sur vous. Et ça sera fini comme ça. Ça sera fini. C'est la leçon que moi je garde de la prison que moi j'ai faite. C'est la leçon que moi je garde. Donc, ce que je vais dire à Paul Chota, vraiment, Tara, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Parce que ça ne sent pas bon. Si les choses étaient aussi simples, c'est que tu es déjà sorti depuis. Mais voilà, ça fait déjà plus d'une semaine que tu es en cellule. Plus d'une semaine. Pourtant, il me semble que le code de procédure pénale, la garde à vue ne doit pas excéder, je crois, 3 jours. La garde à vue ne doit pas excéder 3 jours.
Mais on est déjà à une semaine de garde à vue. Ça ne s'explique pas. C'est une garde à vue qui est arbitraire et illégale. Mais à l'allure où vont les choses, je pense que tu dois beaucoup prier, cher frère. Parce que ces gens-là, qui disent gouverner le Cameroun, c'est des gens qui sont sans sentiment. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. C'est des gens qui s'en foutent du sort des Camerounais. Ils s'en foutent. Et ils sont prêts à te pourrir la vie. Juste parce que tu as pris le courage que beaucoup de Camerounais n'ont pas. Et nous dansions au même rythme. Nous étions les personnes, et je me souviens, on a été convoqués à la DRPJ à Douala, au littoral, le même jour, ensemble, le 3 septembre 2018. C'est parce que nous étions les seuls, nous deux là, au Cameroun, à dire les choses ouvertement, à dénoncer ce que d'autres cachent. Maintenant, comme ils ont réussi à me mettre en prison et même à me contraindre à l'exil, ils ont décidé d'en finir avec toi. Ce que je vais te demander, Tara, c'est que garde le moral. J'ai fait la cellule, je sais ce que ça représente. Garde simplement le moral. Et puis essaie aussi de te détendre. Détends-toi. Fais un peu de sport là-bas dans ta cellule. Ça va beaucoup t'aider. Détends-toi, garde le moral. Je sais que tu n'as rien fait à personne. Tu as juste voulu faire ton travail de journaliste, de lanceur d'alerte. Et tu es le meilleur dans tout le Cameroun. Garde ton calme, même s'il arrive que ces magistrats corrompus, ripoux, te précipitent à la prison centrale de Yaoundé. Garde ton sang-froid et remets tout entre les mains de Dieu. Et s'il arrive que tu te retrouves à la prison centrale de Konengi, garde toujours la bonne humeur que je connais de toi. Garde cette bonne humeur. Parce que la situation que tu es en train de traverser, c'est-à-dire que c'est comme une récompense pour le courage que tu as abattu. Parce que des hommes comme toi, les hommes comme moi, bon, ça je le dis sans fausse modestie, notre récompense, c'est la persécution, c'est la prison. Et tant qu'un lanceur d'alerte, un journaliste, n'est pas persécuté, n'est pas jeté en prison, c'est qu'il ne fait pas du journalisme. C'est qu'il ne fait pas ce métier. Donc, Tara, vraiment, sois fort. Parce que je sais que tu n'as rien fait à ces gens. Ces gens veulent chercher à te nuire parce que tu les mettais à nu. Il faut que le Cameroun le sache, il faut que le monde entier le sache. Voilà. Maintenant, pour le cas de Georges Gilbert Banla, écoutez bien. Georges Gilbert Banla, son arrestation, le processus ayant conduit à son arrestation s'est déclenché 2 ou 3 semaines avant. Un jour, je crois que c'était 3 ou 4 ou 1 mois avant que je ne parte du Cameroun. J'étais assis là à Fandena, au Texaco Omnisport. Je bavardais avec un monsieur là, que je connais très bien, parce que je sais qu'il est très proche des gens de la présidence de la République. Là. Il me dit que le sort de Banla va être réglé bientôt. Et si vous partez fouiller, parce qu'il m'a cité un certain nombre de personnalités, il m'a cité le nom de Laurent Esso, il m'a cité le nom de Ngongo, il m'a cité le nom de plein de gens qui sont en train de préparer l'arrestation de Gilbert Banla. Oui. Donc l'arrestation de Banla, c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps. Et quand j'ai appris l'autre jour que Banla a été arrêté, Banla est à la PJ à Eligué-Sono, j'ai seulement dit que ils ont seulement leur objectif a été atteint. Donc ce que le monsieur là me disait était donc vrai. Que les gars le calculaient depuis.
Parce que Baola, ce qui a précipité la prison de Baola, c'est que lui et Laurent Esso, ils étaient potes. Hein. Ils étaient potes à l'époque. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ces derniers temps, il se met à critiquer Laurent Esso, à dire qu'il doit même faire la prison, des trucs comme ça. Il se dit que, gars, voilà donc la descente aux enfers du type. Et voilà qu'il se retrouve en prison. On dit que oui, Amour Belinga, machin, tout. Non, mais attends, Baola canarde souvent Amour Belinga. C'est depuis des années qu'il canarde Amour Belinga. Mais c'est parce qu'il a commencé à s'en prendre à Laurent Esso que les gars ont donc décidé d'en finir avec lui. Mais en même temps, quand je me remémore le passé de Georges Gilbert Baola, chers militants du MRC, vous qui êtes en prison là-bas, ainsi que les prisonniers personnels de BIA, les prisonniers de l'opération Épervier, faites très attention. Parce que dans la prison, là, moi j'ai été là-bas. Ne pensez pas que c'est tout le monde qui est prisonnier là-bas. Hein. Il y a aussi des indiques là-bas. Hein. Est-ce que ce n'est pas ce rôle-là même que Baola est allé jouer là-bas? Est-ce que ce n'est pas ce rôle que Baola est allé jouer là-bas? C'est la question que je me pose. Je ne peux pas tirer des conclusions tout de suite. Mais je m'interroge. Parce que ça m'a l'air quand même... Ça m'a l'air un peu bizarre. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne vraiment pas rond. Bon, maintenant, venons-en à la brigade anti-Sardinat. L'initiative a pris corps, je crois que quand j'étais en cellule au 7, et quand je suis sorti, bon, j'ai vu que la brigade anti-Sardinat a battu, a fait pas mal de choses contre certains pontes du régime, au point de leur donner des sueurs froides. C'est la raison pour laquelle je salue les membres de cette brigade anti-Sardinat bien bas. Vraiment, les gars, je vous tire un coup de chapeau. Vous apportez un travail excellent et merveilleux. Et grâce à vous, ceux qui disent qu'ils gouvernent le Cameroun, là, ils réfléchissent par deux fois avant de mettre leurs pieds en Europe, en Amérique, un peu partout. Ils réfléchissent par deux fois avant de venir là-bas. Vous leur avez inspiré la peur de mettre les pieds en Europe. Pour ça, c'est déjà quelque chose. Et je remercie aussi tous les membres de la brigade anti-Sardinat, les présidents, commandant Kenta, ils sont là, les Calibri, Calibro, Marc Seigneur Ivoire. Vous faites un travail excellent, merveilleux, franchement. Parce qu'il est inadmissible que des gens, des personnes, des personnalités, ils font la propagande partout là au Cameroun. Oh, les hôpitaux de référence, oh ceci. Mais quand ils ont seulement un mal de dents, ils prennent l'avion, ils partent se soigner en Occident avec l'argent public. C'est inacceptable. Et le simple fait de leur rappeler qu'ils n'ont pas ce droit. Chers membres de la brigade anti-Sardinat, chapeau. Parce que ce n'est pas normal. Et ce qui me plaît le plus dans le travail de la brigade anti-Sardinat, c'est que même le président de la République, Biya Paul, et sa femme, ils ne peuvent même plus mettre pied en Europe. Ça a permis d'économiser l'argent des Camerounais. Pour ça, les gars, je vous tire un coup de chapeau. Bravo, les gars. Ça a permis d'économiser beaucoup de milliards aux Camerounais. Je vous remercie. Calibri, Calibro, merci. Je vous ai d'ailleurs vu chez Jackie, là, le grand frère, Jackie Moifou, à JMTV+, vous avez appelé à ma libération. Je vous dis merci. Merci à tous les membres de la brigade anti-Sardinat qui se sont succédés là-bas pour demander ma libération. Bref, vraiment, les gars, chapeau, vous faites un excellent boulot. Mais maintenant, pour que la brigade anti-Sardinat puisse toucher
les foyers camerounais. Il va falloir un travail de longue haleine. Vraiment un travail de longue haleine. Et ce travail-là, c'est les cyberactivistes-là qui doivent mener ce travail. C'est les organismes de la société civile qui doivent mener ce travail. C'est les acteurs du changement qui vivent au Cameroun, sur place au Cameroun, qui doivent faire ce travail. Ce sont eux qui doivent faire ce travail. Et le travail consiste à faire quoi? À conscientiser politiquement le peuple camerounais. Parce que quand je vois par exemple le MRC appelle à une manifestation, c'est vrai qu'il y a des gens qui adhèrent, mais on n'atteint pas cette masse critique-là. Moi, ça me gêne un tout petit peu. Et j'ai comme le sentiment qu'on donne des coups d'épée dans l'eau. Vraiment, c'est pas très correct. Ce que nous devons faire, c'est que les cyberactivistes là, ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, etc., doivent faire un travail de conscientisation du peuple camerounais, leur apprendre qui est Oumyobé, qui est Ernest Ouandjé, qui est tous ces vaillants combattants qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun. Nous devons leur enseigner parce que la logique du pouvoir en place, c'est de faire apparaître tous ces héros nationaux comme étant des maquisards, des ceci, des cela. Alors nous devons réhabiliter. Je dis non parce que je me considère un tout petit peu comme membre de la brigade anti-Sadna, puisque j'épouse la philosophie du combat. Nous devons éduquer politiquement les jeunes Camerounais de 10, 15, 20, 25 ans. Figurez-vous qu'en zone anglophone, par exemple, si vous posez la question à un jeune anglophone, qui est Marc Barretta, qui est Kemi Achou, qui est-elle, qui est-elle, qui est-elle activiste, il vous dira que je le connais. Pourquoi? Parce que les activistes de ce côté-là font un travail de sac. Ils réussissent à pénétrer jusque dans les maisons des Camerounais. Nous devons investir la toile, polluer la toile. Nous devons mettre ce régime à nu, le déshabiller devant les Camerounais et le prouver. Prouver à ce régime-là qu'ils ne sont ni des rois ni des dieux. Ils sont des citoyens comme tout le reste. Nous devons leur enseigner les valeurs de la République. Nous devons leur enseigner que le Cameroun n'est pas la propriété d'un individu, n'est pas la propriété de Paul Biya, de Chantal Biya, de Franck Biya, de tout ce groupuscule-là qui a confisqué le Cameroun depuis 36-37 ans. Nous devons leur enseigner ça. Nous devons leur enseigner que quand par exemple un Camerounais va dans un supermarché à Score, je sais, à Dove, à Santa Lucia, ce qu'il paye comme produit là-bas, c'est un impôt. On prélève un impôt dans ce qu'il paye. C'est sa contribution à ce que le Cameroun fonctionne. Et que s'il ne voit pas d'évolution dans sa vie, s'il ne voit pas de nouvelles routes, s'il ne voit pas de nouveaux hôpitaux, s'il ne voit pas de nouvelles écoles, il a le droit de demander des comptes à Paul Biya et à tout son gouvernement. Il a ce droit. Et nous, voilà le travail que la brigade anti-Sardinat doit abattre pour permettre à ce que, pour toucher le maximum de Camerounais, pour attirer la sympathie du peuple camerounais, pour l'amener à prendre conscience de ses droits et de ses devoirs. Nous devons enseigner aux Camerounais que quand ils se retrouvent face à une injustice, dans un commissariat, dans un gendarmerie, il ne doit pas dire que, oh, vraiment, grand frère, il se met à supplier, oh, ceci, vraiment, je demande, comme je vois certains officiers de police, on arrête les gens parce qu'ils ont manifesté. On les jette en cellule, puis on leur demande on leur dit de demander pardon. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons enseigner aux Camerounais. Et c'est le travail des activistes que nous sommes. Et quand nous faisons des directs sur Facebook, sur YouTube, nous devons à la fin demander à tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube, de télécharger la vidéo et de la garder dans nos clés USB. Non, Narcisse, ne t'inquiète pas, j'arrive sur lui tout à l'heure. Donc nous devons garder ces vidéos dans les clés USB et les jouer sur les écrans plats, de manière à ce que en famille, que l'enfant puisse par exemple regarder je sais pas, un Max Seigneur Ivoire, un Narcisse Nganchop, un je sais pas Paul Chouta, un moi-même en train
de sensibiliser, de conscientiser le peuple camerounais. C'est à ça que la brigade anti-sardinat doit s'atteler. Mais, cependant, il y a un bémol. Il y a un bémol. Vous savez, chers membres de la brigade, la basse, il y a aussi des choses que nous devons éviter. Vous savez, à ce stade où nous sommes, le régime de Paul Biya est dans une logique qui consiste à abrutir les masses. Tous ceux qui essaient de s'élever contre lui là, oh homosexuel, oh ceci, oh cela, ah vraiment, c'est-à-dire on diabolise toutes les forces du changement au Cameroun pour que les Camerounais n'aient pas le courage de les approcher, de faire comme eux. Alors nous devons éviter d'épouser les méthodes du régime en place. Je suis souvent très choqué, par exemple, que quand des artistes camerounais décident d'aller prester au Canada, en France, je sais pas, en Russie, la brigade anti-sardinat décide d'interdire le concert. Non. Je pense que nous devons comprendre aussi, nos artistes. Au pays, il n'y a pas le droit d'auteur est complètement désorganisé. Les gars aussi, quand on les invite à Paris, c'est pour se faire un peu d'argent, pour payer les factures, pour nourrir la famille. Donc on doit les laisser prester. Comment on peut empêcher d'autres Camerounais? Au contraire, nous sommes dans une logique où nous devons amener ceux qui croient que le Cameroun, c'est-à-dire que le Cameroun est le paradis sur terre, qu'ils se trompent. Nous devons les convaincre, les persuader qui sont sur le mauvais chemin. C'est-à-dire nous devons tenir un discours de manière à ce qu'ils soient convaincus que nous menons le bon combat, que de les combattre, que d'aller troubler les concerts, etc. Vraiment, it's not worthy, comme disent les anglo-saxons, it is not worthy, it's not worthy. Et j'ai été choqué du cas de Nyangono du Sud. Mais Nyangono du Sud aujourd'hui au Cameroun, mais c'est la coqueluche. Nyangono recrute des femmes partout à travers le Cameroun. Mais comment Nyangono peut arriver à Paris? On arrive, on dit non, il n'y aura pas concert, va machin. Non, 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 non. Nyangono a beaucoup de fans. Que pensez-vous que la femme pense de la brigade anti-sardinat quand nous nous comportons de la sorte? Non, 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 les gars, évitons ce chemin-là. Évitons les tolérances. Parce que le Cameroun que nous voulons bâtir est un Cameroun de tolérance. Même ceux qu'on appelle les sardinards là, nous ne devons pas les combattre. Non. Nous devons les laisser raconter ce qu'ils racontent là et tout. Au contraire, nous devons plutôt les convaincre à se joindre à nous. Nous devons plutôt leur dire que vous dites que oh, le Cameroun c'est les Paul Biya, c'est un dieu, c'est le meilleur. Oh, le Cameroun c'est un pays en voie de développement. Vous pensez que vous, ces sardinards là, quand vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner, vous pensez que le docteur va vous soigner gratuitement? Non, il va vous demander de payer le même prix que celui-là qui critique le pouvoir. Le directeur d'école va vous demander, va vous arnaquer comme il arnaque ceux qui critiquent le pouvoir. Quand vous prenez votre bus en van pour aller à Douala, vous risquez aussi les accidents comme les opposants. Comme ceux-là qui critiquent le pouvoir risquent un accident sur cette voie. C'est voilà le discours que nous devons tenir aux sardinards. Nous devons les convaincre à nous rejoindre. Plutôt que, et en plus les simples citoyens qui sont juste là. Moi j'ai été par exemple choqué que l'autre jour en Angleterre, les gars entrent dans une synagogue, dans une église. Ils se mettent à faire le grabuge un lieu saint, un lieu sacré. Non, non les gars, non, je vous en supplie. Calibré, Calibro, commandant Kenta, commandant... enfin, je sais pas.
S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, ne copions pas les méthodes du barbare du régime en place. Vraiment, nous devons nous en départir. Nous devons nous en départir, s'il vous plaît. Je vous en supplie, les gars. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Travaillons plutôt à conscientiser le peuple camerounais, à lui faire prendre conscience de la situation désastreuse dans laquelle le Cameroun a été plongé. C'est-à-dire que amenons-les, c'est-à-dire conscientisons, éduquons politiquement le peuple camerounais. C'est ce qu'ils attendent de nous. Nous devons les amener à nous aimer, à nous chérir, à nous prendre pour des modèles. Surtout, à nous prendre pour des modèles. Alors, maintenant, nous allons aborder le problème anglophone. Beaucoup de choses se sont également passées après que je sois sorti de prison. Je ne vais pas revenir. J'ai déjà tout dit là-dessus. Je crois que les solutions à cette crise sont dans tout ce que j'ai fait, que ce soit tout ce que j'ai dit et écrit. Donc les solutions sont là et à portée de main. Mais je vais me permettre de m'adresser tout à l'heure à la communauté internationale. J'ai préparé une lettre pour eux. J'ai préparé une lettre pour la communauté internationale que je vais lire. Tous ceux qui sont administrateurs des groupes, des YouTube là, s'il vous plaît, prenez cette partie et publiez-la largement. Faites-en une large publication. Je vais la lire à votre attention et à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, chers membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, Monsieur le Président des États-Unis, Monsieur le Président de la République de France, Monsieur le Premier ministre de Grande-Bretagne, Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Madame la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame la Secrétaire générale du Commonwealth, permettez-moi, avant toute chose, de me présenter. Michel Bienton est mon nom. Je suis un web journaliste camerounais et cybermilitant des droits de l'homme. Pour m'être intéressé aux problèmes anglophones du Cameroun, entre autres, j'ai été en prison pendant près de 2 mois et j'en suis sorti le 14 décembre 2018. Aujourd'hui, je suis contraint de vivre en exil parce que persécuté par les autorités de mon pays. Je ne me suis pas investi dans cette question par intérêt, par sympathie pour un groupe quelconque ou pour épouser quelque idéologie que ce soit. Je me suis intéressé à ce problème non seulement parce que j'en avais marre de voir des populations malmenées, torturées et massacrées au quotidien, mais aussi parce qu'en tant que responsable de urinews.com, journal en ligne spécialisé dans l'actualité des droits de l'homme, j'ai sacrifié à un devoir, celui de promouvoir le droit de chaque peuple à disposer de lui-même. C'est ce droit que les ressortissants du Cameroun anglophone, je dis bien, le Cameroun anglophone revendique. Mesdames et messieurs, les anglophones au Cameroun sont accusés de soutenir la sécession, de vouloir faire sécession. Sécession, sécessionnistes sont les termes qui désormais meublent le vocabulaire politique au Cameroun. Aucun État au monde ne peut accepter l'amputation d'une partie de son territoire. C'est vrai. Moi non plus, je ne saurais encourager un projet sécessionniste. Mais dans le cas du Cameroun, je me demande très souvent de quoi on parle. La Corse n'est pas un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies. La France fait donc face aux revendications sécessionnistes. La Catalogne n'est pas un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies. Alors l'Espagne fait face à la montée des revendications sécessionnistes. La Casamance
n'est pas un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies, alors les autorités du Sénégal sont fondées de parler de sécession. Mais dans le cas du Cameroun, la réalité est tout autre, car le Cameroun anglophone est un ex-territoire sous tutelle des Nations Unies et nous connaissons tous le but de la tutelle selon la Charte des Nations Unies. Si le Cameroun anglophone est aujourd'hui à feu et à sang, c'est simplement parce qu'on refuse, pour des raisons que moi j'ignore, de s'attaquer aux causes réelles du problème. Le Cameroun actuel, du moins tel qu'on le connaît sous sa forme territoriale, est comme cette maison bâtie sur du sable et avec du sable. J'entends par sable ici le mensonge, l'escroquerie politique, la répression, le non-respect des textes internationaux. Si ça brûle aujourd'hui dans le Cameroun anglophone, jadis appelé British Southern Cameroons, c'est parce qu'on refuse de regarder la réalité en face. Et la réalité, difficile à avaler certes, est qu'il a existé deux États du Cameroun. La République du Cameroun d'un côté et British Southern Cameroons de l'autre. Le premier a obtenu son indépendance le 1er janvier 1960 et a été admis aux Nations Unies le 20 septembre 1960. Le second a eu la sienne le 1er octobre 1961, quoiqu'ayant choisi quelques mois plus tôt de traduire cette indépendance par un rattachement au Cameroun. Les deux régions anglophones du Cameroun sont donc à la base un État indépendant et souverain. Si ça brûle au Cameroun anglophone aujourd'hui, c'est simplement parce que la République du Cameroun, celle qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960, n'a pas respecté ses engagements en tant que membre des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960, notamment le principe de droit international du respect des frontières héritées de la colonisation. Oui, la frontière entre les deux Camerouns existe toujours depuis les accords Simon-Milner de 1917, entérinés par le traité de Versailles du 28 juillet 1919. Les bornes plantées par l'ONU pour matérialiser cette frontière existent toujours. Preuve que cette frontière n'a jamais été abolie. Le conflit anglophone résulte aussi du non-respect de la Charte des Nations Unies en son article 76 alinéa B, qui dispose que le but de la tutelle est de favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leurs institutions, favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, et non indépendance en se joignant à, on a bien dit, indépendance. Or, les deux régions anglophones du Cameroun formaient le British Southern Cameroons, un territoire sous tutelle des Nations Unies, c'est-à-dire d'après la charte de l'ONU, disposé à être État indépendant. D'où vient-il qu'au nez et à la barbe de la communauté internationale, l'État indépendant qu'on attend devient région d'un autre État indépendant? Mesdames et messieurs, que doit-on finalement comprendre? En votant pour le rattachement avec la République du Cameroun lors du plébiscite du 11 février 1961, le Southern Cameroons a choisi de lui céder son territoire, son droit de disposer de lui-même en tant que peuple, ou alors de se rattacher à elle en tant qu'État indépendant et souverain au même titre que sa voisine. Question marks. C'est parce que cette question est restée en suspens que la République du Cameroun a conquis ce territoire, soumis ses populations et ses dirigeants démocratiquement élus à ses lois, y compris par la force, comme ce fut le cas au soir du référendum du 20 mai 1972, abolit ses institutions. Le rattachement prescrit par la résolution onusienne 1608 du 21 avril 1961 s'est mué en une volonté des dirigeants de la République du Cameroun de conquérir ce territoire, car lors de la conférence de Fumban du 17 au 22 juillet 1961, il n'a nullement été question d'un traité matérialisant la réunification des deux États, mais du projet de loi modifiant la constitution de la République du Cameroun pour une république fédérale. En un mot, les autorités d'un État élaborent un projet de loi
et invite des dirigeants élus d'un territoire voisin à en discuter. C'est de l'inédit. Mesdames et messieurs, les autorités du Cameroun ont souvent l'habitude de dire « La forme de l'État est non négociable. Le Cameroun est un et indivisible. » Et moi-même, Michel Biemton, dans les multiples chefs d'accusation qui m'ont été collés sur le dos par le tribunal militaire de Yaoundé, figurait apologie de la sécession. Oh, waouh! Si ce procès avait eu lieu, j'aurais demandé à la Cour qui est sécessionniste entre crochets, bien sûr. Le pouvoir de Yaoundé, qui a organisé le 1er janvier 2010 le cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun francophone, c'est-à-dire la partie anglophone exclue, ou alors moi qui ne fais que rappeler cet état de fait en tant que journaliste. J'aurais également demandé à cette cour, Paul Biya, est-il donc sécessionniste? En accueillant un certain 31 décembre 2009, des émissaires de l'ONU venus lui présenter deux cartes, l'une de la République du Cameroun et l'autre du Southern Cameroun. Ces émissaires de l'ONU, dont faisait partie le Camerounais Jean-Victor Nkolo, sont-ils aussi des sécessionnistes en présentant deux cartes d'un pays un et indivisible à son chef d'État en plein palais de l'unité? En voilà qui prouve à suffisance que malgré les apparences, le Cameroun forme deux territoires, deux États. Mesdames et messieurs, la crise anglophone est comme ce cancer qui nécessite non pas des paracétamol, mais une thérapie des chocs, quitte à ce que le malade crie de douleur. Nous savons tous que les autorités camerounaises et leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux disent être attachés à l'unité et à l'intégrité du territoire camerounais. Or, comme nous l'avons vu plus haut, cette unité est davantage politique, voire géopolitique que juridique. Pourtant, c'est d'une unité juridique que nous avons besoin pour sauver cette maison appelée Cameroun, faite de sable et sur du sable qui progressivement s'effondre. Pour calmer les tensions qui sont de plus en plus vives, la seule solution d'ailleurs à portée de main, c'est la reconnaissance de la frontière qui jusqu'à l'heure actuelle sépare les deux Cameroun. Reconnaître qu'au lieu de deux régions anglophones du Cameroun, on aurait dû avoir affaire à un État indépendant et souverain depuis le 1er octobre 1961. Il est donc temps de corriger les erreurs du passé en rétablissant simplement le peuple du Cameroun anglophone dans sa souveraineté telle qu'elle aurait dû être proclamée le 1er octobre 1961. Pour le pouvoir de Yaoundé et pour beaucoup de Camerounais francophones, y compris moi-même d'ailleurs, ça fera sans doute mal, mais alors très mal. Mais si cette souffrance peut épargner à de millions de personnes d'autres souffrances qui s'étaleront sur des dizaines d'années, pourquoi ne pas y aller? Car il s'agit d'un peuple qui a tout perdu. Son parlement, son premier ministère, son House of Chiefs, une espèce de Sénat, son système judiciaire, etc. Son système démocratique avant le 1er octobre 1961 fut l'un des meilleurs en Afrique noire. Jamais dans cette partie du continent, on avait vu le candidat d'un parti d'opposition remporter les élections législatives face à celui du parti au pouvoir, malgré l'usage par ce dernier des moyens de l'État. Ce n'est donc pas pour plus d'hôpitaux, d'écoles et de routes que les anglophones du Cameroun crient et pleurent, mais pour leur fierté et leur dignité en tant que peuple, réduite à néant par des intérêts géopolitiques de certaines grandes puissances. Oui, comme j'avais souvent l'habitude de l'écrire dans mes articles, l'odeur du pétrole qui gît en zone anglophone a été plus forte que le droit du peuple qui y vit à disposer de lui-même. Rétablir ce peuple donc, ce droit, dans son histoire, serait lui rendre justice. Car, comme a souvent l'habitude de dire le confrère de Radio France Internationale et compatriote Alain Foucault dans son émission Archives d'Afrique,
nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Comprenne qui pourra. Pour terminer, j'invite les organismes internationaux de défense des droits de l'homme, notamment le Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch, à ouvrir une enquête sur les informations faisant état de la présence en zone anglophone des bandes armées parallèles à la solde du pouvoir de Yaoundé qui commettent des atrocités qui sont par la suite attribuées à la branche armée du mouvement séparatiste. Je ne le dis pas pour dédouaner cette dernière, car elle est aussi responsable d'avoir tué des soldats sans armes et des fonctionnaires en retraite accusés de collaborer avec l'armée. L'information sur l'existence de cette bande armée parallèle m'a été donnée par un jeune détenu anglophone qui fut mon compagnon de cellule au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Par ailleurs, l'opposant et fils du coin, Ni John Fundi, en a fait état récemment dans certains médias camerounais. Voilà donc la contribution, ma contribution à moi, que j'avais à apporter à ce qui se passe chez nos frères anglophones. Maintenant, je vais m'adresser à mes frères et sœurs de la zone anglophone. Vraiment, mes frères, vous savez, le Seigneur est merveilleux. Hein? Le Seigneur est merveilleux, je vous jure. Je suis allé en prison parce qu'on m'accusait d'être proche de vous. Et je suis sorti de prison avec vous. C'est la preuve que il y a souvent une partie de, excusez-moi si j'en parle, pardon, de votre hymne là. The most high God be the watchman of this nation. Vraiment le Dieu. C'est tellement réel que je ne sais pas. Vous savez, vous êtes en train de faire face à quelque chose qui est vraiment difficile. Vous avez perdu beaucoup de vos membres, des membres de votre famille qui ont été tués. Vous avez beaucoup de vos mères, de vos pères, de vos oncles, de vos tantes, de vos soeurs, de vos frères qui sont en brousse. D'autres sont allés au Nigeria. Et chaque jour, les images qui circulent sur la toile Facebook et tout, d'un cadavre qui vient d'être canardé par un soldat. Quand vous vous souvenez que ça se passe dans une zone que vous avez vécu, dans laquelle vous avez vécu pendant longtemps, je peux imaginer la peine que l'on peut endurer. Je peux imaginer la peine. Et je me mets à votre place. Et c'est parce que j'ai ressenti cette peine que j'ai dit non, en tant que journaliste engagé, je vais élever la voix pour ce peuple. Je vais élever la voix pour ce peuple pour dire non, trop c'est trop. Afin que justice vous soit rendue. Oui, vous souffrez d'injustice depuis 57 ans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma lettre à la communauté, ma lettre ouverte à la communauté internationale, on vous a tout pris. Vos institutions, vos richesses même. Et je me souviens, un de vos frères m'avait dit que son oncle, il était un très grand homme d'affaires. Bon, pas son oncle, du moins son grand-oncle de l'époque même à l'époque des indépendances. Il était un très grand homme d'affaires qui faisait les affaires avec la monnaie britannique, la pound et tout ça. Mais avec la réunification et les histoires de francs CFA, il est devenu plus pauvre qu'une souris de l'église. Vous avez été réprimé le 20 mai 1972 pour contester la mascarade qui a eu lieu après la mascarade référendaire du 20 mai 1972. Vous avez été réprimé. J'ai lu le livre Prisoner Without Scream de, comment il s'appelle encore là, Albert Moukon, je crois. J'ai eu chaud au cœur, j'ai eu la chair de poule. Des gens ont été gazés, ils ont été jetés en prison, en cellule. Le 29 mars 1997, certains ont été arrêtés à Bamenda, Boya, Bali, partout, en zone anglophone. Ils ont été déportés à Yaoundé, jetés en cellule, sans procès. Je peux ressentir que vous êtes frustrés et que vous en avez marre.
Vraiment, je peux ressentir, je peux comprendre que vous en avez marre. Mais ce que je vais vous dire, mes chers amis, allez-y mollo mollo. Mais restez serein, restez résilient. Continuez à vous battre pour vos droits. C'est vrai, je n'encourage pas la prise des armes. Je n'encourage pas la prise des armes. Non, j'irai chercher de l'eau tout à l'heure, Blaise, ne t'en fais pas. Je n'encourage pas la prise des armes. J'ai toujours été contre la non-violence, vraiment. Mais le volet non, c'est-à-dire que le volet diplomatique et non armé, ça je l'encourage par contre. Continuez à revendiquer vos droits parce que vous en avez droit. Et je me souviens quand je remercie beaucoup tous ceux de vos frères qui se sont battus quand j'étais en prison. Je vous remercie beaucoup. Kenny Achou, je te remercie ma soeur. Tu as battu un travail fantastique, j'ai vu. Tous les gars qui sont à la prison centrale de Kondengui, mes gars du quartier 1, Penterens, comment il s'appelle, Chikonra, vous tous là qui êtes en prison, vraiment je vous transmets mon salut fraternel et je vous dis tenez bon, je suis avec vous, je vous soutiens dans l'épreuve que vous êtes en train d'endurer, dans le carnage surtout que vous êtes en train de subir. Vos frères, vos soeurs, vos pères, vos mères sont tués chaque jour par des soldats, du moins une poignée d'entre eux, parce que nous n'allons pas croire que nous jetons le l'opprobre sur toute l'armée. C'est une poignée d'individus qui agissent sans doute pour obéir aux ordres occultes de ceux qui leur donnent ces ordres-là. Ils vous pourrissent la vie inutilement, ils vous tuent, ils vous torturent. Il vous prive de liberté même. Ce que je vais vous dire simplement, c'est que soyez simplement résilients. C'est ce que j'avais à vous dire. Bon, maintenant, comme on dit souvent dans l'avion, gardez vos ceintures attachées parce que nous allons entrer en zone de turbulence. Maintenant, je vais hausser le ton. Je vais gronder maintenant. Je vais m'adresser à un homme, Monsieur Joël Émile Mbangui. Il est le patron de la division de la sécurité militaire au Cameroun. Monsieur Joël Émile Mbangui, écoutez-moi très bien. Vous savez, je n'ai pas pour habitude de manquer de respect à mes aînés. Vraiment, parce que l'éducation que j'ai reçue de mes parents ne m'y incline pas. Je n'ai pas l'habitude de manquer de respect à mes aînés. Mais au regard de vos méthodes, peut-être qu'on peut avoir peur de vous, au regard de vos méthodes barbares, sanguinaires, tout ce qui va avec. Mais aucun Camerounais ne doit vous accorder le moins de respect parce que vous n'en méritez pas. Le 18 octobre 2018, je suis assis chez moi, mon téléphone sonne. Ouais, c'est qui? C'est le colonel Mbangui. Est-ce que vous voulez qu'on se voit quelque part? Vous savez, quand j'invite les gens chez moi, ils ont peur. Est-ce qu'on ne peut pas se voir quelque part là en ville et tout? Je décide de ne pas venir. Vous m'invitez, ou c'était pour m'assassiner, ou c'était pour m'empoisonner, ou c'était pour me tuer, ou c'était pour m'enlever. Je savais que je devais aller où? Je ne suis pas venu pour décider d'en faire une affaire personnelle. Je décide même de venir vous rencontrer à votre bureau pour vous expliquer exactement ce qui se passe avec cette histoire des bandes sonores et autres là. Vous dites que allez le faire entendre. Allez le faire, voilà, on dit quoi, auditionner.
Votre CEMI a compétence pour m'auditionner. Je suis militaire, je suis gendarme. Et vous me faites auditionner. Après, ça devient que on va vous transmettre au service central de la recherche judiciaire. Vous avez dit, mais c'est quoi ça? Moi, je viens rencontrer quelqu'un au cadre de l'administration parce que par respect pour lui, je veux qu'on discute sur un certain nombre de choses. Maintenant, lui, il décide, parce qu'il est le colonel de l'armée de Jupiter, il décide de m'envoyer au 16. C'est un comportement de délinquant que je ne vous pardonnerai pas, monsieur. Ah oui, ça vous pouvez compter sur moi. C'est un comportement de délinquant et je ne vous le pardonnerai jamais. Voilà. Et voilà comment ça se passe. Écoutez bien, hein. Le type qui m'entend là, ou c'est l'adjudant Thiam, son secrétaire particulier, le boudon là, il finit de m'entendre, il dit qu'on va t'envoyer au 7. Mais tu vas d'abord aller entrer en cellule. Donc, chers compatriotes, chers membres de l'opinion nationale et internationale, on ne vous a pas dit. Le colonel Joël Émile Bangui a décidé de me jeter dans ces cellules. J'ai passé du temps là-bas, dans ces cellules sales et mal entretenues là, de la CEMIL là. J'étais là-bas. C'est ce qu'on ne vous a pas dit. Et ce qui est plus grave, c'est que le bon monsieur a même décidé de me faire passer la nuit là-bas, dans ces cellules usurpes là. Il a décidé de me faire passer la nuit là-bas. C'est son secrétaire, parce que j'ai suivi, quand je suis sorti de la cellule de la CEMIL, j'ai entendu son secrétaire particulier, il a dit que non, le patron a même demandé qu'on le garde ici, c'est moi qui ai dit que non, il faut qu'on l'envoie devant. Et ce que j'ai entendu votre secrétaire particulier dire, bon, je ne sais pas où c'est vrai ou où c'est faux, je ne sais pas. Et quand je sors de cellule, il y a un monsieur qui m'aborde là, un de vos agents, un de vos séminaires là. Où est le journaliste là? Hein? C'est toi qui dis que le régime de Biya est diabolique, comme s'il y avait, il y avait un terme plus gentil que ça. Hein, vraiment, tu as la chance qu'on t'envoie seulement au CED. Parce que si c'était moi, j'allais t'éliminer physiquement. Parce que tu es une menace pour la sécurité du pays. Vous voyez à quoi vous m'avez exposé, cher monsieur? Vous voyez ça? Qui vous a donné l'autorisation même de qualifier ou de dire apologie de terrorisme? Qui vous a donné cette autorisation? Vous, colonel Bangui, vous là, vous avez appris le droit où? Vous avez appris le droit où? Qui vous a donné l'autorisation? C'est votre compétence? La CEMI la compétence pour auditionner les civils? Et j'arrive au 7. Non seulement le bon monsieur, il me jette en cellule, mais il demande même, il donne des instructions pour qu'on ne me rende pas visite. Oui, il faut que vous le sachiez. Il donne des instructions pour qu'on ne me rende pas visite. Parce que quand je suis sorti, quand j'étais même sorti là, c'est un membre de ma famille qui me dit que il y avait une liste là-bas qu'on a établie au 7 et sur ton nom, on n'a mis pas de visite. J'ai compris que le type a même donné des instructions pour qu'on ne me rende pas visite. C'est ma famille qui allait supplier là-bas au CED que, ouais, quand même. Et c'est grâce à ces supplications-là que j'ai pu avoir une visite de certains membres de ma famille. Parce qu'à un moment donné, même quand j'étais au CED, tu voyais un gendarme vient, il dit que, non, en plus, il n'a même pas le droit aux visiteurs. Donnez-lui seulement à manger, après il rentre. Donnez-lui seulement à manger, après il rentre. Vous finissez de faire ça. Et ceux qui ont dit que j'ai été piégé à la CEMIL, ils ont eu raison. J'ai bel et bien été piégé par le colonel Joël Émile Bangui. Et c'est exactement ce qu'il a fait. J'ai bel et bien été piégé. J'ai été piégé. J'arrive au 7, en cellule. J'ai passé 2 jours couché à même le sol.
Ce qui fait que le dos faisait déjà mal partout là et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que j'ai passé, quand je suis arrivé en cellule le 23 octobre 2018 là, j'ai dormi à même le sol. Parce que la cellule était déjà bomaillée. J'entre même en cellule, autour de 20h, 21h, on me jette en cellule. Il dit que mais les gens ici, est-ce qu'on ne va même pas m'appuyer le cou ici là? Quelle est même la moralité des gens que j'ai trouvé? Une quinzaine, vingtaine de personnes. Et il n'y avait pas la lumière dans la cellule. Est-ce qu'il y a même d'abord la lumière là-bas? Chaque fois que je sortais, j'avais toujours les problèmes, les yeux qui picotaient là et tout ça là. Parce que c'était la lumière là, elle n'était pas de nature vraiment, c'est-à-dire qu'elle n'était pas adaptée à la vue. Elle n'était pas suffisamment éclairée à la lumière du jour. Vous finissez de m'envoyer là-bas, colonel Bangui. Et pendant que je suis là-bas, pendant que je suis couché à même le sol, vous vous êtes couché dans votre lit douillet avec votre femme, Thierry Eba, qui est le patron du syndicat national des journalistes camerounais pour le sang, vous appelle. J'ai le communiqué avec moi. Ouais, même ça. J'ai le communiqué là. J'ai ça ici. C'est camerouninfo.net qui a publié ça. Il vous appelle au lieu même de lui dire la vérité. Et vraiment. J'ai même découvert une autre facette de votre personnalité à travers ce communiqué que voici. Camerouninfo.net. En plus d'être un délinquant de grand chemin, vous êtes aussi un menteur. Le colonel Emile Bangui, c'est un menteur de première catégorie. Attendez, je vais lire le communiqué, vous allez découvrir des choses. Hein. Donc, Thierry Eba l'appelle au téléphone. Il était quelle heure? Il était 23h17. Il était 23h17. Voilà ce qu'il raconte, parce que c'est ce que le compte rendu, c'est le communiqué que Thierry Eba a rendu public. C'est camerouninfo.net qui a publié ça. Je vais donc vous lire le compte rendu de la conversation entre Joël Emile Bangui et Thierry Eba. Écoutez très bien. Juste pour vous donner le point de la situation, il donne le point alors qu'il ne m'a même pas rencontré. Tu donnes quel point, gars? Tu es venu me voir au CEDCAM pour donner le point. Bon, on va y aller rapidement. Juste pour donner le point de la situation à l'issue de mon échange entre le colonel Bangui, qui a duré 11 minutes, de 23h17 à 23h28. Le cyberactiviste Michel Tong s'est présenté chez le colonel Bangui ce jour, sur convocation de ce dernier. Hey! Colonel Bangui, vous dites que vous m'avez convoqué. Hein? Est-ce que vous pouvez produire une copie de la convocation? Vous l'avez avec vous? Vous m'avez convoqué? Vous pouvez produire pour que les Camerounais voient? Vous savez ce que c'est qu'une convocation? Vous avez appris ça où? Vous savez seulement torturer, tuer les gens. En dehors de ça, vous connaissez le droit, vous avez appris le droit où? Le Sombok il a convoqué. Sur convocation de ce dernier, l'intéressé qui a joint le colonel par téléphone pour savoir pourquoi il était appelé. Le jour où vous me dites pourquoi vous m'appelez, est-ce que c'est moi qui vous appelle? C'est vous qui m'appelez. C'est vous qui me harceliez tout le temps. J'avais votre temps. L'intéressé qui a joint le colonel pour savoir pourquoi il était appelé a dans un premier temps nié ne pas être l'auteur de ce troisième voicemail intercepté par les services de renseignement en direction des sécessionnistes. Et il a fait savoir au Comsémil qu'il ne viendrait pas. Bon, on va y aller pas à pas. L'intéressé qui a joint par téléphone pour savoir, il a été appelé dans un, a dans un premier temps nié. J'avais bel et bien raison de nier. Et ça vous apprendra, quand vous portez, vous la colonel Bangui, je m'adresse à vous, quand vous portez des accusations contre quelqu'un, il faut dire exactement ce que la personne a fait. J'avais bel et bien raison de nier parce que quand vous me dites que
vous avez par devers vous une bande dans laquelle vous vous adressez aux sécessionnistes. Et je remercie beaucoup Christophe Bobiokon du journal Kalara. Comment on appelle, Défi Actuel, mon camarade de l'Institut Scientoula, Arthur Wanji, lui a tendu le micro et il a été clair, puisqu'il a écouté la bande et il a dit que la bande ne s'adressait pas aux sécessionnistes, la bande s'adressait aux people of Southern Cameroon, aux populations anglophones. Si vous ne comprenez pas anglais, il y a le centre de linguistique pilote qui est en face du ministère des Finances là. Allez apprendre l'anglais là-bas. Oh. Donc j'avais bel et bien raison de nier entre avoir envoyé la bande aux sécessionnistes et envoyer la bande aux people of Southern Cameroon. C'est deux choses bien différentes. Entre parler au peuple camerounais et parler aux biaïstes, c'est deux choses bien différentes. Dans un premier temps, nier ne pas être l'auteur de ce troisième voice. Oh wow! Oh wow! Donc il y avait trois voices. Bankui, menteur, menteur. Minal. 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 Venez voir, oh, colonel menteur, colonel menteur. Chem, 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 chem. Menteur, menteur. Menteur. Troisième voice. Où sont les deux autres? Les deux autres sont où? Il vient de me jeter en cellule. Je dors à même le sol. Et regarde les mensonges qu'il vomit dans le monde, à l'opinion nationale et internationale. Menteur. Où sont les deux autres? Produisez ça. Colonel Bankui. Appelez vos indiques, journalistes indiques là. Produisez-leur les deux bandes là. Ou alors votre ami, c'est Mbapou, parfait, ou c'est qui là. Donnez-lui les deux bandes là, il produit ça. Menteur. Intercepter. Hein? Ne pas être l'auteur de ce troisième voice intercepté par les services de renseignement. Aha. Là alors, on va arriver là au plat de résistance. Colonel Bankui, vous dites que vous avez intercepté la bande là. Regardez-moi droit dans les yeux. Vous savez très bien que vous n'avez pas intercepté la bande là. Et ce que je vais dire là, ça s'adresse à mes frères. Mes frères et sœurs anglophones là, please, brother, listen, listen, écoutez. Écoutez bien là où Bankui a eu la bande. Écoutez. Quand j'entre dans son bureau, le jour où j'allais à la CEMIL, vous savez ce que Bankui me dit? Vous pensez qu'on infiltre par les groupes WhatsApp des ambazoniens là? Vous vous souvenez, non, Bankui? Vous vous souvenez, non? L'adjudant Tiamé là, il est témoin. Il est témoin. S'il est un chrétien et il croit en Dieu, il va témoigner que vous l'avez effectivement dit. Encore que, quand il m'a posé des questions, quand il m'auditionnait, il m'a demandé que tu as envoyé dans la bande à qui? Si vous aviez vraiment intercepté la bande, il ne m'aurait pas posé ce genre de questions. Que tu as envoyé la bande à qui? Vous auriez dû savoir à qui est-ce que je l'ai envoyé, par qui elle a transité, quand, à quelle heure, etc., etc. Donc vous ne l'avez pas intercepté, c'est faux. Vous êtes amis avec les ambazoniens, ils vous ont introduit dans leur groupe WhatsApp, vous venez dire que vous avez intercepté la bande. Vous n'avez pas honte de mentir. Dites la vérité aux Camerounais, vous n'avez jamais intercepté la bande là. Jamais. Vous étiez dans un groupe WhatsApp des ambazoniens, vos amis ambazoniens là. My dear brother, please, faites attention dans vos groupes WhatsApp là. Bankui est dedans avec ses agents. Pardon, faites très attention. Quand vous voyez un numéro qui n'a pas de photo de profil là, comme chez mon ami Adolphe là. Adolphe, brother, faites très attention. C'est-à-dire quand vous voyez un profil comme le tien là, dans vos groupes, faites enlevez même seulement, allez-vous balayer. Surtout si la personne ne participe pas, allez-vous balayer. Tout balayer, balayer. Parce que ce sont ces banques, c'est les agents qui sont là parmi vous. Ils sont là. Il vient dire qu'il a intercepté la bande. Inalmi.
intercepté par les services de renseignement en direction des sécessionnistes et a fait savoir au Comsémil qu'il ne viendrait pas. Moi, si, je vous ai dit au téléphone que je ne viendrai pas. Encore que, est-ce que j'étais même d'abord obligé de venir? J'étais obligé de venir. Étant mis au parfum de ce qu'il était recherché, qui était recherché? Moi, Michel Bientôt. Et Seigneur Jésus, ça, vraiment, votre pays, je dis, votre pays là est à jeter. Hein. C'est-à-dire que si on prend le Cameroun, on liquide même à 10 francs, 5 francs, personne ne va prendre. Je vous jure, je vous jure au nom de Dieu, personne ne va prendre. Regardez les gens. On prend, on ramasse, on met ces mille. Regardez ce qu'il fait. Il ment au monde entier. Après m'avoir jeté en cellule. Après m'avoir jeté en cellule. Étant mis au parfum, moi ce qui me choque même, c'est que celui qui a même reçu ces conneries là dans ses oreilles, il est journaliste, au lieu même de recouper, il prend, il verse dans le net. Wow! Un journaliste, en tout cas, vous les membres du syndicat national des journalistes là, certains de vous, attendez-moi, j'arrive, hein? I'm coming. J'arrive. Le colonel Bankui, hein, étant mis au parfum de ce qu'il est, il a enfin accepté de se présenter auprès du Comsémil. Après avoir dans un premier temps nié, bon, je viens de dire que je n'ai jamais nié, ne pas être l'auteur de ce troisième l'incriminant, Michel est passé aux aveux au terme d'une longue interrogation. Colonel Bankui, ainsi donc, vous n'avez que le terme passé aux aveux dans la tête, comme votre machine, votre sémile là, on torture les gens là-bas. C'est une machine à torture. J'étais à Ossel avec des militaires qui sont passés par là-bas. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas raconté? C'est une machine où on torture les gens. Donc vous êtes tellement habitué à torturer les gens, à estorquer les aveux aux gens, que vous n'avez que le terme passé aux aveux dans la tête. Vous n'avez que ça dans la tête. Ah! Le colonel Bankui a relevé que le concerné était depuis des mois dans le viseur des services de sécurité. Je comprends maintenant. Je comprends. Donc si je comprends bien, tout ce que j'écrivais là, News, Facebook, mes apparitions même sur YouTube, donc vous m'aviez déjà mis dans votre ligne de mire, c'est ça? Que je sais depuis des mois dans le viseur des services de sécurité. Je comprends même, donc il fallait même que je parte du Cameroun parce que ça ne valait pas la peine. Dans les viseurs des services de sécurité, c'est donc ça la véritable raison de mon arrestation. Laissez même cette histoire de bande là, machin, truc. On fait l'apologie de terrorisme dans WhatsApp. Avant même le 23 octobre, combien de gens ont même reçu la bande là, dans leur WhatsApp? Combien de personnes? Combien de Camerounais? Et on parle d'apologie. Apologie, c'est en public. C'est ce que la loi dit. Ah, relevé que le conseiller est bon. Et n'a pas été interpellé dans le cadre de l'exercice d'une quelconque profession ayant quelques degrés près un lien avec le journalisme. Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez quoi du journalisme Bankui? Je sais que vous travaillez dans vos missions, vous travaillez avec les journalistes, mais vous en savez quoi de ce métier? À cet effet, bon, ça, je garde ce qui suit là, je garde ça pour certains membres du SNJC là. Ça, là, ce qui suit là, je garde ça pour eux. Bon, ainsi donc, vous finissez de me jeter en tôle. Monsieur Bankui, colonel Bankui, vous finissez de me jeter en tôle. Hein? Et non seulement vous n'êtes pas satisfait de m'avoir jeté en tôle, mais vous passez le temps à mentir aux gens. Et vous envoyez la bande, et les mbapou, et les machins, et les ceci, et les cela. Bon, ils ont donc publié la bande là dans Facebook. Ça a changé quoi? Puisqu'on me connaît dans ce registre, et qu'est-ce que j'ai même dit aux populations anglophones? De continuer à résister, c'est tout.
Hein, parce que je voyais il se chamailler là, il dit que mais attends, vous êtes là, on tue vos frères, on tue vos soeurs. Vos frères sont au Nigeria en plus, mais vous passez le temps à vous taper, c'est comment? Vous devez continuer à résister, à lutter. Sinon, ces gens-là, ils vont vous écraser. D'ailleurs, les élections arrivent là, parce que moi j'avais déjà l'information qu'après les élections, là, ça allait être la totale là-bas. Je leur ai dit, faites attention. Et quand je le faisais, en fait, vous pensez que, mais colonel Marc, vous pensez que moi, bientôt, moi, pour dire ce que je pense de votre état voyou là, j'avais besoin de me cacher, moi, bientôt, moi. J'avais besoin de me cacher. J'avais besoin de me cacher. Mon YouTube est là, allez, bang, je vomis mes bêtises. Mon Facebook. Je vous fusille là. Et puis je passe mon chemin. C'est tout. Est-ce que j'avais besoin de me cacher pour dire ce que je pense? Si je l'ai fait, c'était grâce à, dans le cadre de mes investigations, dans le conflit anglophone. J'ai étudié, parce que moi je travaille seul. Je ne suis pas dans une rédaction. Il me faut trouver les informations. Vous pensez que tout ce que je publiais là sur Facebook là, les informations inédites sur ce qui se passe là-bas, vous pensez que je faisais comment? Je trouvais des astuces. Comme à travers YouTube, j'ai vu que non, je me suis créé un carnet d'adresses. J'ai dit que non, pourquoi pas voir du côté de WhatsApp? Par contre, WhatsApp, c'est un mode de communication qui est direct. Pourquoi ne pas voir WhatsApp si je pourrais avoir des gars là qui vont m'approcher et puis m'informer le plus souvent sur ce qui se passe là-bas? C'est dans cette logique-là que j'ai fait cette année. C'est pour ça que j'ai dit que gars, ne sortez pas ça. C'est parce que je savais ce que je cherchais, l'intention que j'avais dans la tête. Hein? Et vous-même, vous saviez que je n'avais commis aucune faute. C'est pour ça que vous m'avez invité à l'appeler au téléphone le 18 octobre 2018. Je ne sais pas où c'était pour m'enlever, où c'était pour m'empoisonner. Je ne sais pas. Tu appelles quelqu'un, un haut gradé de l'armée, colonel. Tu appelles quelqu'un hors de ton bureau et tu ne lui dis même pas pourquoi tu l'appelles. Et écoutez bien, écoutez très bien ce que je dis là. Parce que j'avais promis que ce type-là, je vais le déshabiller. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. Bon, il finit donc de me jeter et au CED et à Kondengui. Vers décembre, là, c'est vrai qu'entre-temps, que les gens venaient m'envoyer des nouvelles de tout ce qu'ils vomissaient à gauche et à droite. Oh, vraiment, on veut lui laver le cerveau. Ah, il se mêle trop de ce qui ne lui regarde pas. Ah bon? Donc le fait pour moi de dénoncer vos massacres, vos crimes en zone anglophone, c'est se mêler de ce qui ne me regarde pas, c'est ça? Vous racontiez ça aux gens partout là. Et on va lui donner la liberté provisoire. Ah, machin, truc, après il va faire ceci, Et on veut juste que, parce que la prison que vous m'avez fait faire, c'était une partie de plaisir, n'est-ce pas? Pourquoi vous-même, vous n'avez pas, colonel Bankui, pourquoi vous n'avez pas fait la prison là? Vous n'avez pas fait la prison là, pourquoi? Comme c'est une partie de plaisir. Comme c'est une partie de plaisir. Quand vous avez tué un inspecteur de police à Douala, pourquoi vous n'avez pas fait la prison? Vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Comme c'est un endroit où il fait bon vivre. Et je voulais juste que il fait ceci, que non, qu'il arrête de faire ci, ça. Je suis à la prison centrale de Kondengui, comme je le disais. C'était vers décembre là. Début décembre, je crois. Après même mon procès qui s'est ouvert le 5 décembre au tribunal militaire. Il est déjà 5, bon, je m'étais même déjà presque réveillé. Dans ma local, c'était quoi, local 19, donc j'avais un mandat en haut là. Un grand frère à Kondengui, mon voisin, bon, je ne vais pas citer son nom, il m'en voudra pour cela. Il m'appelle, il me fait asseoir. Il dit que le colonel Bankui lui a envoyé une nouvelle me concernant, à travers ou c'est son petit ou c'est son grand frère. Après, il me rapporte que j'appelle ce petit frère, il ne veut pas venir, machin.
Bon, qu'il sache donc que pour qu'il sorte de prison, qu'il écrive une lettre d'excuse à Betty Assom. Pour qu'il sorte de prison. Que moi, Michel Biemton, j'écrive une lettre à M. Betty Assom, ministre de la Défense, pour que je sorte. Rassurez-vous, hein, mon colonel, j'ai reçu la nouvelle. Elle est arrivée à bon port. Je suis resté là, j'ai dit, bon, si ça vaut le coup, pourquoi pas. Mais, par contre, parce que j'avais déjà flairé le louche, ça il faut le dire, j'avais flairé le louche. J'ai dit non, un truc pareil, je vais d'abord en parler à ma soeur, à mon avocat, Maître Somba, et à tous les ONG qui se battaient pour ma cause. En matinée, vers 10h-11h, c'est un pasteur, un ami de la famille qui est venu à la prison. Il était 10h-11h. Bon, parce que j'étais assis sur les bancs. Comme c'était un jour de visite, j'étais assis sur les bancs, là je l'attendais. Je l'ai vu passer au niveau de la cour. Je suis allé le rejoindre. Avant que je commence la prédication, je lui dis, oh, ils sont déjà en train de signaler. Pardon, envoyez les cœurs, s'il vous plaît, envoyez le maximum de cœurs. Ils sont déjà en train de signaler la vidéo. Envoyez les cœurs, maximum de cœurs, envoyez. Ils sont en train de signaler. Ils ne veulent pas que la vérité sorte. J'en ai encore plein dans le banc. Envoyez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, j'en parle donc au pasteur. Je lui dis, pasteur, j'ai reçu la nouvelle dans la nuit que le colonel dit que pour que je sorte, il faut que j'écrive une lettre à Betty Assom, ministre de la Défense. Il me dit que pardon, n'écris. En fait, ils sont déjà en train de signer la vidéo. Il me dit pardon, n'écris pas. N'écris pas. Parce que les tractations sont même en cours pour que tu puisses sortir. Tu ne vas même pas passer les bêtes. Donc ça ne sert à rien. Après, c'est ma soeur qui m'appelle. Tu dis que tu veux déjà envoyer les excuses à Betty Assom. Il dit que pardon, ne fais pas ça. Parce que si tu le fais, le tribunal militaire va te condamner. Puisque le 5 décembre, ceux qui ont assisté au procès, ils se sont rendus compte que le représentant du parquet a déclaré qu'ils ont encore besoin de temps parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de preuves contre moi. Et la lettre là que je devais écrire à Betty Assom devait représenter la preuve la preuve qui allait me condamner. Puisque là-dedans, j'allais reconnaître les faits. Vous voyez? Donc vous avez voulu me piéger, c'est ça? Pour que je ne... Tout ce que je suis en train de déballer là, que je ne déballe pas ça au tribunal militaire, pour que le peuple camerounais sache, pour que les représentants des États-Unis et de l'Union européenne qui étaient là sachent que on vous a intégré dans les groupes WhatsApp, comme vous dites que vous infiltrez les groupes WhatsApp des ambassadeurs, on vous a intégré là-bas. Et que c'est là-bas que vous avez eu la bande. Et vous mentez aux gens que vous avez infiltré les groupes WhatsApp. C'est ça, vous avez voulu me piéger. Hein? Hein? Et ce qui m'a même énervé, le bon monsieur, je suis même déjà sorti de prison, je suis assis chez moi. Et puis quelqu'un m'envoie la nouvelle de ce même triste personnage. Il dit que oh, le colonel, il constate que tu n'écris plus les articles et qu'il va t'envoyer un Orange Money. Hey! Colonel Bankui, vous pensez que je suis la qualité là des journalistes que vous achetez à gauche et à droite? Vous allez m'envoyer l'Orange Money. Je vais toucher quel argent? Moi, bientôt, moi. Je vais toucher quel argent? L'argent du sang des innocents versés. Des inspecteurs de police, comment il s'appelait le Bamoun là? J'ai même oublié son nom. Que vous avez tué à Douala là. Donc, je prends son argent pour que son esprit commence à nous poursuivre dans la nuit. Je prends l'argent là, moi, bientôt, moi. Je vais prendre de votre argent. Bah, mais c'est n'importe quoi.
Pour que tous ces gens que vous avez zigouillés là, comme des chiens, comme vous dites là que vous êtes au service de la République, vous êtes au service de ci, ou vous êtes engueulé avec mon grand frère Joël Didier Ngo à WhatsApp, je crois que c'est même là sur Uri News. Vous êtes engueulé avec lui. Que vous ne connaissez pas les droits judiciaires, machin truc. Vous connaissez le droit. Vous connaissez quoi en droit? Vous connaissez quoi? Tout ce que vous savez, c'est torturer, tuer les gens. Dans une république où règne le droit, on assassine les gens sans procès. Comme vous l'avez fait à Douala et partout où vous êtes passé. Dites que je suis au service de la République. Hein, vous ne connaissez pas l'affaire, vous ne connaissez pas le droit, n'importe quoi. Et en plus, quand j'ai annoncé même mon direct, vous envoyez la nouvelle que vous allez me faire arrêter. Je demandais, la sauvagerie que vous êtes en train de faire régner au Cameroun, là, vous pensez que c'est une norme universelle? La sauvagerie que vous faites régner là, vous arrêtez les gens, vous torturez les gens, vous terrorisez même les gens en zone anglophone, c'est grave. Donc vous pensez que ça là. Donc quand vous faites ça, vous pensez que le monde entier ne vous regarde pas. Comme ne sait rien sur vous. Et que cette loi là, de la nature là, vous pouvez l'imposer au monde entier. Vous dites que vous allez me faire arrêter. Venez donc me faire arrêter. Vous pensez que quoi? Voilà Phil Marshall. Phil Marshall est là-bas à l'Ebialen, non? Phil Marshall, à l'Ebialen, il dit que this is my baby, baby, baby. Il prend le baby, il met dans la bouche comme ça. Vous êtes assis là, dans vos bureaux, à la sémile, avec vos gars, vos sémilaires là, vous êtes là. Phil Marshall vous engueule là-bas. Voilà les jeunes enfants qui viennent là avec les armes de chat. Et vous êtes assis là, à la sémile. Vous êtes assis là, à Yaoundé. Tout ce qui vous préoccupe, oh J. Reningono a écrit quoi? Oh Patrice Mouma, oh Njana Sebe, oh Boris Betor, oh Paul Chouta. Des personnes sans armes qui n'utilisent que la plume et la parole pour sensibiliser, pour conscientiser les Camerounais, pour exposer vos sales besognes. C'est eux que vous persécutez, que vous suivez partout dans le monde, pour assassiner, pour empoisonner. Voilà, allez capturer Phil Marshall d'abord, avant de penser à venir m'arrêter. Allez le capturer, il est à l'Ebialem là-bas. Allez le prendre. Quand il enclenche son île là, vous êtes souvent assis là, non? À Yaoundé. Vous êtes assis là. Ce ne sont que les civils. Longue, pas il dit que Maurice Kamto a gagné les élections. Allez, on l'attrape en plein hôtel Sawa. Ce sont vos hommes. On le chicote les plantes des pieds à l'aide d'une machette. Voilà le travail de la sémile. Et quand je dis que c'est une coquille, on dit ça sert à quoi donc? Cette histoire-là sert à quoi? Boris Bertol, sémile. Rémi Monon, sémile. Michel Bienton, sémile. Longue fait ces choses là-bas, sémile. Deux Wolowo se bousculent à Anvo Atanambala pour une histoire de string. Sémile. Hey! Vous n'avez plus rien à faire là-bas. Bon, pour terminer avec vous, cher monsieur, pour terminer avec vous, moi, Michel Bienton, sachez que je vais vous faire traduire devant les tribunaux internationaux. Vous comprenez? Pour tout le boxon que vous avez foutu là-bas en zone anglophone. Vous tous là, vous là, les hauts gradés de l'armée là, sachez que nous serons balle au pied. Je vais porter votre dossier, je vais traîner. Si ce n'est pas la Cour pénale internationale, ce sont les tribunaux pénaux spéciaux ad hoc. Je vais lancer une campagne internationale bientôt pour que vous soyez poursuivis devant les tribunaux internationaux. Je vais lancer une campagne bientôt.
Parce que un de vos agents, quand j'étais auditionné là, un de vos agents de la CEMIL m'a dit que vous avez mis en place un plan pour diviser les anglophones. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe là-bas, c'est votre CEMIL là qui est responsable de ça. Les divisions, les machins, les faux combattants même que le pouvoir de Yaoundé a déversé là-bas. Parce que quand il me dit ça ce jour-là, c'est là où je comprends que, ah bon, donc tout ce que j'écrivais là, donc c'était vrai. Donc ces gens, au lieu de, c'est-à-dire qu'au lieu de résoudre le problème pacifiquement, ils passent le temps à faire des astuces où il faut diviser les anglophones, machin, tout. Ah bon? Je dis que là où je suis là, peut-être vous ne me connaissez même pas, vous ne savez pas de quoi je suis capable. Vous tous là, je vais porter votre dossier, je vais la mener devant les tribunaux internationaux pour tout ce que vous faites en zone anglophone. Pour ça, soyez-en sûrs. Bon, s'il vous plaît, on va arrêter la vidéo momentanément et je vais relancer le direct pour tomber sur Nkwa Akuna Joséphine parce que la batterie est déjà faite. Vous allez m'excuser. Donc on va revenir après. Je vais être obligé d'arrêter. Le direct là. Bon, on reprend dans 2 ou 3 minutes avec la femme là. Nkwa Akuna, il faut qu'elle ait sa dose aussi. Donc à tout à l'heure. Excusez-moi s'il vous plaît, je m'excuse. On revient tout à l'heure.